de secouer les combattants de la liberté du Togo et de la diaspora. Alors, je pense que nous allons effleurer nous allons essayer de parler un peu de ça. Et chacun chacun de vous, de mes invités, va faire une analyse sur cette arrestation. Mais en attendant, écoutons ceci. Schon entdeckt, was so alles im Picknick steckt? Zum Beispiel... Un instant. Ouais. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Bonsoir à tous. La nouvelle vient de tomber. L'ex-ministre des Armées du Togo, Marguerite Nyakadé, vient d'être arrêtée. Selon les informations qui nous parviennent, elle a été arrêtée dans la matinée de ce 17 septembre 2025 à son domicile par des hommes armés. Plusieurs sources décrivent une arrestation musclée. Son quartier avait été placé sous haute surveillance par des éléments des forces de défense et de sécurité avec bouclage de la zone et forte présence d'hommes en uniforme. Pour l'heure, aucune information officielle n'a été donnée pour justifier cette arrestation, mais il faut le rappeler que l'ancien ministre ces derniers mois s'est fait remarquer par ses différentes prises de position contre le pouvoir en place, appelant notamment au changement et à la démission du président du Conseil, Fornia Simé. Sa dernière apparition publique remonte au 30 août 2025 où elle a été empêchée par les forces de l'ordre de marcher sur les trottoirs, une initiative du mouvement du 6 juin pour dénoncer la situation sociopolitique et économique au Togo. Il faut quand même noter que son arrestation suscite des inquiétudes intervenant à un moment crucial où le pays traverse une période de tension et de crise marquée par des manifestations, arrestations arbitraires et tortures. Nous restons toujours au Togo et bien sûr c'est désormais officiel. Les États-Unis ont suspendu la délivrance de tout type de visa aux ressortissants togolais à l'espace. Voilà, tout le monde a écouté. Madame Nyakadé, ce matin, a été arrêtée. Donc, tôt le matin, les militaires en cagoule ont encerclé sa maison et quelques moments plus tard, ils ont défoncé la porte et ils l'ont prise. Donc, dans un premier temps, on disait qu'elle a été amenée dans à une destination inconnue. Mais finalement, on a eu des informations qu'elle est gardée à la DCPJ. Elle est gardée à la DCPJ. Bon, lorsque ses enfants vont à la DCPJ pour la voir, on dit à ses enfants que non, elle n'est pas là-bas. On connaît la mode. On connaît ce qui se passe au Togo. Même si elle est là, on va dire à ses enfants qu'elle n'est pas là. Donc, c'est l'événement du jour et je demande à Rufin quelle est votre analyse de la situation avant de passer la parole au professeur Issifou. Merci. Merci, grand frère Akanda. Merci à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, aux auditeurs et auditrices. Bon, comme je l'ai écrit aujourd'hui sur une plateforme, ce n'est pas une surprise pour nous, hein. Donc, même pour Madame Nyakadé, ce n'est pas une surprise. Elle s'attendait à ça. Elle savait qu'il y aura quelque chose. Le dictateur a bien préparé ce qui se passe maintenant. C'est minutieusement préparé et organisé. Quelques mois déjà, avec la censure au niveau de la communication, c'est là où il a commencé, avec une censure au niveau de la communication. Et vous savez aussi qu'il a creusé des tranchées au niveau de la frontière ouest, au niveau de la capitale, entre le Ghana et le Togo. Il a creusé des tranchées, tout comme si on était en guerre. Donc, les tranchées ont été créées pour empêcher les Togolais d'aller de l'au-delà. Et aussi, après avoir créé les tranchées, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mobilisé récemment l'armée, la police et la milice
donc dans les artères, les principales artères de la capitale et dans d'autres grandes villes. Donc pour surveiller le peuple et pour préparer le coup. Et après avoir mobilisé l'armée et la police, maintenant ils passent à l'acte pour arrêter les gros poissons. Donc quand on voit la situation d'analyse, Faure Gnassingbé, il a décrété une forme de loi martiale. Vous savez, quand un pays est en guerre, l'État décrète ce qu'on appelle la loi martiale pour pouvoir contrôler et puis essayer de venir à bout à l'ennemi. Donc, ce qu'il est en train de poser comme acte, ça ressemble à la loi martiale. Et la guerre qu'il a déclarée, la guerre que nous avons au Togo, c'est malheureusement contre son peuple. Donc, la guerre qu'il livre au peuple togolais, au lieu de livrer la guerre aux terroristes au nord, il a préféré livrer la guerre à ses frères et sœurs au Togo. Donc, tout ceci, pour essayer de museler, pour essayer de museler le peuple togolais, pour essayer de démanteler la lutte de libération que nous avons menée. Ce qui me rend triste, c'est que les Togolais sont laxistes. Oui. C'est ça le problème, parce que le gars a minutieusement préparé. Il observe, hein, tout ce qu'il fait, il observe. Il observe, il pose un acte, il attend pour voir comment on va réagir. Si on ne réagit pas, il pose un second, il attend encore pour voir comment on va réagir. Si on ne réagit pas, il avance progressivement. Donc il sait que à cet instant précis, il peut prendre Gnakadé que rien ne va se passer. Et il l'a fait. Si nous ne faisons pas attention, c'est Amron qui sera pris, et ainsi de suite. Donc, raison pour laquelle je dis à mes frères togolais que nous devons rompre avec le laxisme et passer à l'acte. Sinon, Faure Gnassingbé va toujours continuer. C'est ce qui reste. Et il n'y a plus d'autre solution. Nous devons passer à l'acte. Merci. Merci Rufin Ganda pour votre analyse. Peut-être que je reviendrai à vous. Je donne maintenant la parole au professeur Ishifu pour son analyse. Professeur? Ok, alors, vous m'entendez maintenant? Oui. Merci beaucoup. Une fois encore, bonsoir à tout le monde. Ça sera ma première réaction à chaud par rapport au kidnapping de Madame Gnakadé. Donc, comme Rufin l'a dit, et Faure Gnassingbé a préparé cette arrestation depuis longtemps. Vous avez vu les rumeurs qu'il a fait circuler d'abord. Chaque matin, l'un se réveille en disant on a arrêté Madame Gnakadé ou bien on a encerclé sa maison. Il était en train de tâter le terrain. Et il bouge comme un caméléon. Il met le pied devant, quand ça ne va pas, il recule. Et puis bon, il essaie encore. C'est comme ça qu'il bouge. Mais je vais d'abord paraphraser Tchike Diafra Kole qui a dit que Alpha Condé devient fou à son temps. Je suis au regret de dire que M. Faure Gnassingbé devient fou. Fou, M. Faure devient fou. Fou, comme l'a dit Tchike Diafra Kole. Parce que maintenant, M. Faure Gnassingbé, le danger, le type de danger qu'il représente pour le Togo, c'est qu'il est devenu un kamikaze. Et maintenant, il s'est engagé dans ce qu'on appelle opération kamikaze. Soit il vit, ou bien soit il meurt avec tout. C'est l'opération qu'il a engagée. Donc, l'arrestation de Mme Gnakadé, c'est une arrestation de trop. Et que cela ne saurait sécuriser le pouvoir de M. Faure Gnassingbé. Je pense qu'il aurait peut-être dû penser à ça aussi. Et donc, lorsque ces gens-là sont allés inventer une histoire avec des badauds ivoiriens qu'ils ont payés pour crier sur le toit que c'est comme ça qu'il y avait un coup d'État qui venait et qu'ils acceptent qu'on accuse que c'est eux ou bien leurs frères ivoiriens qui venaient faire ce coup d'État-là, j'ai dit finalement, c'est fini. Faure avait déjà son plan. Donc, les frontières dont vous parlez, il a d'abord accusé frontalement le voisin de l'Ouest, comme quoi il héberge ses ennemis et qui doit l'être extradé. Le voisin lui a dit, tu m'as bien regardé, moi je vais extrader des êtres humains
pour que vous puissiez les déshumaniser. Moi, je ne le fais pas. Nous, c'est la démocratie ici. Donc, il ne peut pas reculer. Donc, Madame Nyakade, son arrestation, ce n'est que les préludes. Il y a des officiers de l'armée qui vont suivre. C'est ça le problème. Il a planifié. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer comme dossier, c'est par des supputations, des suppositions, mais pour tout, il fait tout ça là, juste pour garder son pouvoir. Donc ce n'est pas qu'il a une preuve que quelqu'un... Non, 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 non. Il sait qu'ils sont en train de fabriquer un dossier. Mais si c'est un dossier qu'ils fabriquent, Madame Nyakade ne peut pas être seule. C'est pourquoi je vais dire à tout soldat togolais qui est assis, pour le moment, on ne sait qui d'entre vous sera pris, mais je sais que certains parmi vous seront pris. Alors, si vous étiez intelligent, si j'étais à votre place, je charge mon arme et j'attends le jour où on viendra m'arrêter. Je charge ça et j'attends le jour où un chien viendra m'arrêter. Et c'est là où le jour-là, soit je quitte ce monde, ou soit il quitte ce monde. Mais le soldat togolais, lui, il est là, il se dit que non, moi je n'ai rien fait. Les autres personnes n'ont rien fait. Madame Nyakade n'a rien fait. Vous ne ferez rien. Allez demander aux gens qu'on a arrêtés en 2009 pour tentative de coup d'État, et qu'on a accusé de tentative de coup. Allez demander à Olivier Ama. Si Olivier Ama savait quelque chose, ce dont on avait arrêté. Allez demander au sergent Dantema. Allez demander à Ati. Demandez-leur tous. Ils vous diront que jusqu'à présent, ils ne savent pas pourquoi ils ont été arrêtés et torturés. Et c'est comme ça que vous aussi. Innocent que vous soyez, mais Faure Gnassingbé va vous culpabiliser afin de sécuriser son pouvoir. Alors, apprêtez-vous et attendez-les. Ils viendront chez vous. Si cela ne se passe pas cette nuit, demain, ils viendront vous chercher. Je parle aux soldats anonymes. Parce que je ne sais pas qui vraiment sera arrêté. Mais je sais qu'il y en aura qui seront, s'ils ne le sont pas encore. Alors, restez là. À dire, ce n'est pas moi je n'ai rien fait. Faure Gnassingbé n'a pas besoin que tu fasses quelque chose. Parce que pour lui, le pouvoir qu'il tient, c'est une propriété privée. Et qu'il doit le maintenir par tous les moyens, y compris des montages des plus ubiesques possibles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, je vais passer à la phase où je vais m'adresser au peuple togolais pour le moment. Je vais demander finalement au peuple togolais, à la jeunesse togolaise, que veux-tu? Que veux-tu? Quand quelqu'un prend son courage à bras le corps, il dénonce, il se bat, il suit pour la lutte, vous applaudissez, vous êtes content. Voilà. La personne défend le peuple. Oui. L'on croirait que peut-être dès que quelque chose lui arrive, vous allez sauter dessus pour dire non. Ben, vous êtes là, vous continuez par bavarder, par regarder. Je vais vous dire que les jeunes Népalais ne sont pas des extraterrestres. Ils sont comme vous. C'est du sang qui coule dans leurs veines. Ils marchent comme vous. Ils mangent comme vous. Ils vont au WC comme vous. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes, toi, notre peuple états-unis, tu es incapable de réagir lorsque on est en train de te couper la tête. La fois passée, j'étais en train de dire à un ami que finalement, ce Togolais-là, les Togolais ressemblent comment l'appelle-t-on, à l'Égyptien, aux Égyptiens des années, je pense, 1600, 1700, lors de la conquête de l'Égypte. Et tel que les archives l'ont dit, il y avait un combattant qui s'était mis devant, qui dirigeait tout, une fronde incroyable contre les colonisateurs. Mais le jour qu'on a arrêté le jour où on a arrêté ce colonisateur et ce vaillant dans les montagnes ou là, ben, c'est le colon, le dirigeant, le responsable de l'armée coloniale a dit, bon, maintenant tu es entre nos mains. Tu dis, pourquoi tu fais ça si je défends mon peuple et mon pays? Donc le soldat blanc lui a dit, bon, je vais t'amener auprès de ton peuple au marché.
moi, je vais sauver ta vie, mais voici la somme que je demande. Si ton peuple se cotise pour rembourser, je te laisse puisque tu te bats pour ton peuple. Mais si ton peuple ne fait rien, on va te pendre. On amena donc ce héros-là, et le colonel, le soldat, comment l'appelle-t-on, le responsable de l'armée coloniale pose ses conditions devant le peuple. Vous savez ce que le peuple a dit? Que d'ailleurs, à cause de lui, notre chiffre d'affaires est tombé. À cause de lui, on ne vend plus. À cause de lui, on n'est plus tranquille. Donc, nous, on n'a rien à foutre. C'est comme ça que le pauvre fils, n'est-ce pas, comment l'appelle-t-on, a été pendu. Donc, moi, je pense que le peuple togolais, tel que moi je le regardais, il est prêt à laisser ce pouvoir pendre les gens qui se sont levés pour lutter pour défendre ses intérêts. Parce que je ne sais plus comment expliquer ce qui se passe. Même une simple réaction, on n'en trouve pas. Sur les 9 millions d'habitants que les Togolais sont, tout le monde veut que ça change. Tout le monde dit on te supporte. Avec Amron, ça s'est passé de la même manière. Oui. Mais après ça, il y a eu des... Mais, mon frère, c'est là où moi j'ai dit que le Togolais, je ne sais plus, le jour où Katanga a assassiné le jeune Moufir, en plein jour, pendant que le pays était encore surchauffé et que rien, le jour-là j'ai dit, même si les Togolais prenaient l'OME de là où Fort réside et incendiaient tout, même Fort allait dire que les Togolais ont raison de faire ce qu'ils ont fait. Mais rien n'a été. Donc, nous sommes en train de dire tout ça là pour dire que si c'est comme ça que nous allons agir, il y aura un moment, plus personne ne parlera du Togo et chacun va s'occuper de ses oignons. Et on va voir qui va souffrir le plus. Madame Yakadé avait tout, une vie heureuse, tout à sa disposition. Et elle a risqué tout ça là parce que elle s'est dit que mon peuple en a trop vu. Et dans ce lot-là, on ne voit personne pour c'est-à-dire que de façon concrète. Dire que moi aussi je vais risquer pour cette dame-là, je suis désolé. C'est ma colère aujourd'hui. C'est ça qui m'a animé depuis le matin. Je ne sais ce qu'il faut faire. Rien du tout. Je ne sais que faire pour vraiment essayer de comprendre pourquoi les Togolais agissent ainsi. Je vous rappelle que les Népalais ne sont pas des extraterrestres. Ils sont comme nous. Quant à ceux-là qui vont me dire, vous êtes de la diaspora, faites ceci, faites cela. Oui, nous sommes déjà en train de faire ce que nous voulons. Et nous ne sommes pas plus à l'abri que vous. Nous ne sommes pas plus à l'abri que vous. Quant à ce régime. Mais nous le faisons quand même. Parce que dans la diaspora, nous sommes près de 2-3 millions. Il y a combien parmi nous qui osons risquer pour en parler? Donc nous faisons la même chose. Donc le concret. Pour la masse, on vous demande de répondre au moins, et ça aussi c'est difficile. Chacun se contacte, on l'a arrêté, et puis ça s'arrête là. Paul viendra demain vous chercher un à un chez vous. Parce que lui ne va jamais s'arrêter. Aussi longtemps qu'il va vouloir maintenir ce pouvoir, il sera obligé d'en arrêter encore et encore et encore, puisque même si vous ne dites rien, il va vous soupçonner, il va vous arrêter. Ça, soyez-en sûrs. Donc, n'essayez pas de faire comme si vous ne voyez rien. Mais c'est quand vous allez vous retrouver là-bas que vous saurez que, au fait, on aurait dû se battre. Parce que je vais terminer ceci avant de chuter. Lors de l'Holocauste, en Allemagne, il y a le livre qui décrit ce qui s'est passé, sous forme livre, sous forme de comment on appelle ça, par Elie Wiesel, The Night. Il y avait un caractère qui s'appelle Moïse de Bénel. C'est lui le caractère personnage principal dans le roman. Il a dit que lorsqu'ils étaient venus chercher les communistes, je n'avais rien fait parce que je n'étais pas communiste. Ensuite, ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien fait parce que je n'étais pas catholique. Ensuite, les protestants, ensuite les gitans. Mais le jour où ils étaient venus enfin me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Nous sommes en train d'aller vers là. Si Madame Nyakadé tombe sous le regard, c'est pas indifférent des Togolais,
si les affections sont tombées sur le regard indifférent des Togolais, je vais voir qui encore osera. Vous avez vu, l'opposition togolaise est devenue faible. Ce n'est pas parce qu'elle le veut, elle veut le changement. Mais c'est la peur, personne ne veut mourir pour cette cause. C'est pourquoi l'opposition a été réduite au néant. C'est ça en fait le problème. Maintenant, ceux-là qui osent dans la société civile, vous êtes là, vous les regardez et vous serez les premiers à les attaquer. Vous les attaquez pourquoi? Qu'est-ce que vous faites avant d'attaquer les autres? Lorsque les gens se donnent, ils disent je suis prêt à mourir pour ce pays-là, qu'est-ce que vous donnez en retour? Peuple togolais, qu'est-ce que tu donnes en retour? Alors, je vais répondre à ceux-là qui vont me dire le peuple togolais a beaucoup donné. Je ne refuse pas. Est-ce qu'il a eu ce qu'il veut? Est-ce qu'il a eu ce qu'il veut? Alors, avant, je vais leur dire ceci. Avant d'être indifférent, de ne rien faire et de rester dans vos maisons, assurez-vous que vous aurez la force nécessaire pour pouvoir subir ce qui vous attend, si rien n'est fait. Je répète bien, avant d'être indifférent, de dire moi ça ne me regarde pas, rassure-toi d'abord que tu es suffisamment préparé pour subir ce que Faure va déverser sur toi dans quelques jours si nous ne faisons rien pour le dégager. Je m'arrête là pour le moment. Merci, professeur Issifou. Merci. Faure est devenu un danger public. Il a peur même de son ombre. Et son ombre lui fait tellement peur. Faure est paranoïaque. C'est un psychopathe. Mais la question que je me pose aujourd'hui, ta propre mère, est-ce que si sa propre mère, tu hasardes à élever la voix contre son fils Faure, il va l'arrêter. Faure ne serait pas prêt d'arrêter sa propre mère ou bien il va l'arrêter. Ou bien d'arrêter ses propres enfants? Voilà. Ruffin. Il va l'arrêter. Merci beaucoup. Merci à mon frère Issifou qui a tout dit. Il a tout dit. Je voudrais attirer aussi l'attention de mes frères togolais, mes sœurs togolaises, concernant cette arrestation. Je vois beaucoup de gens qui disent il faut libérer Madame Nyakadé, il faut libérer Madame Nyakadé. Et la libération de Madame Nyakadé n'est pas la solution. Il faut que les gens savent ça, comprennent ça pour une fois de bon. Nous nous rappelons lorsqu'on avait mis la main sur Amron, et qu'il y a une pression venant des Togolais, une pression venant de la diaspora, il y a eu vraiment une grande pression qui a été faite, venant de tous côtés, même au sein même de nos frères Kabia, des clans Kabia, il y a eu des pressions. Et cette pression qui avait poussé Faure Gnassingbé à libérer Amron, et que Faure Gnassingbé avait peur que s'il ne le faisait pas, ça allait se dégénérer. Alors, il s'est précipité pour libérer Amron, mais lorsqu'il a libéré Amron, et puis c'était fini. Il n'y avait plus rien. Alors le gars a dit, bon, j'ai appris encore quelque chose de cet Togolais-là. Donc, il a progressé dans ses programmes machiavéliques, dans ses actes machiavélique. Et maintenant, il prend Madame Nyakadé, on recommence encore le même scénario, libérer Madame Nyakadé, libérer Madame Nyakadé. Ce n'est pas la libération de Madame Nyakadé qui est la solution. C'est le fait de chasser Faure Gnassingbé pour libérer tout le monde, c'est ça la solution. Vous voyez. Donc, si nous arrêtons seulement en disant libérer Madame Nyakadé, il sait qu'on n'ira pas loin. Donc, les Togolais n'ont pas comprendre ça que un dictateur, on ne le caresse pas dans le sens du poil. Un dictateur, ça se chasse. Ouais. Donc, nous devons tout faire pour poser des actes vraiment concrets, pour pouvoir aller directement, agir directement, pour que ce système tombe. Donc, cessons de parler de libérer Nyakadé, mais demandons à ce que Faure Gnassingbé quitte et posons des actes concrets. Et sortons comme les Népalais l'ont fait la dernière fois, pour qu'on puisse en découdre avec ce système. Parce que la libération de Nyakadé ne serait pas la solution. Il peut actuellement la libérer, mais il va prendre encore un autre. Donc, il faut le libérer. Comme toi-même tu l'as dit, Faure Gnassingbé, c'était un psychopathe. Un psychopathe n'a pas de pitié. Même sa maman peut tout lui dire.
Il n'a pas de pitié, il n'a pas d'émotion. Parce que tout ce que nous disons, les pleurs, quand nous crions tout ça, ça ne lui dit rien. Aussi longtemps qu'il ne sent pas dans sa chair, qu'il ne sent pas qu'il est menacé, ça ne lui dit rien. Donc là où il est, il a peur. Il a peur du peuple, il a peur d'une insurrection. C'est ça qui lui fait peur. Donc tout le reste, ça ne lui gêne pas. Donc à chaque fois, il multiplie les actes pour pouvoir faire peur au peuple. Il multiplie les actes pour pouvoir intimider le peuple. Donc quand il pose un acte et que vous ne réagissez pas, la prochaine fois, il pose un autre. Quand vous ne réagissez pas, il évolue. Il évolue. Tout ce qu'il fait, c'est évolutif. Oui, c'est évolutif. Donc, la seule solution, c'est de sortir en masse, c'est de népaliser le pays, et en même temps, libérer tout le pays. C'est ce qui reste. Donc, mon frère Issouf l'a dit, qu'est-ce que les Togolais attendent pour le faire? Il y a la dictature à côté, il y a la souffrance à côté. Mais celui qui cause la souffrance, tous les mots, c'est le dictateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dégager le dictateur pour que nous puissions être libres. C'est tout ce qu'on demande. Donc, mes chers frères et sœurs, je pense que l'arrestation de Mme Niakhaté, qui a beaucoup fait ces derniers moments pour le peuple togolais, et qu'on a pris, comme les deux autres aussi qui ont été pris, et j'étais en prison, qui ont fait, et qu'on ne bouge pas, cette fois-ci, je pense que, et je souhaite du fond de mon cœur que cette arrestation de cette dame-là soit l'élément déclencheur d'une insurrection populaire inopinée. Que l'instinct en nous, l'instinct animal en nous, déclenche cette insurrection-là pour qu'on puisse en finir avec ce monsieur. Voilà ce que je souhaite actuellement. Si on ne le fait pas, alors là, on a scellé notre mort. Parce que le dictateur, chaque jour, passe dans les maisons pour arrêter de jeunes garçons, de jeunes blogueurs. Sans que nous le sachions. Mme Niakhaté, elle est connue, raison pour laquelle les gens le savent. Tous ceux-là qui ne sont pas connus et qui relaient les informations sur les réseaux sociaux que le dictateur considère comme étant des informations qui portent atteinte à sa personnalité et à son état de droit, comme il le dit, on ne les connaît pas. Donc, allons nous laisser et regarder comme ça, le dictateur va prendre chaque jour 10 personnes jetées en prison et tuées, au lieu que nous sortions une fois, pour qu'on, même si on assassine 100 personnes, mais on aura quand même scellé le sort de ce dictateur-là. Voilà ce que je demande à mes frères togolais et à mes soeurs togolaises. Donc, posez l'acte aujourd'hui. Si vous vous taisez, alors là, c'est fini pour vous. Comme M. Issouf l'a dit, on m'a dit que nous, la diaspora, qu'est-ce qu'on fait? Nous faisons beaucoup de choses. Vous allez voir que des résolutions ont été proposées au niveau du Parlement européen. Vous allez voir aussi que la CEDEAO est obligée de transférer, comment on appelle, l'assise de la CEDEAO à Abuja. Vous allez voir que la pression que nous faisons ici, le lobbying que nous sommes en train de faire ici, ça pousse Faure Gnassingbé, ça fait pression sur lui. Donc, nous jouons vraiment un grand rôle. Donc, chacun n'a qu'à faire vraiment actuellement sa part contre le système. Donc, c'est ce que je demande à mes frères togolais. Bougez. Si vous refusez de bouger, alors là, ce que moi je vais demander à la diaspora, n'envoyez aucun franc au pays. C'est ça. On n'enverra aucun franc au pays. Alors, vous allez vous contenter de ce que vous avez et tant pis. Donc, agissez maintenant. Merci. Un instant, comme il n'y a pas assez de tapotage, on me signale. Les gens ne tapotent pas. Parce que le sujet est sensible. S'il vous plaît, tapotez. Au moins ça, vous pouvez le tapoter. sujet est sensible, on vient de me signaler. Alors, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez suffisamment. Merci beaucoup. Bien, vous parlez du peuple. Vous parlez du peuple, vous parlez des populations au Togo. La diaspora est en train de faire sa part. Bien, les jeunes du M66 ont organisé plusieurs manifestations et à la dernière manifestation, il n'y avait pas assez qui sont sortis pour manifester.
Même c'est au cours de cette manifestation-là que Mme Nyakadé a marché, et est sortie, et on l'a fait retourner chez elle. Madame Brigitte Adjamagbo Johnson aussi sortait de sa maison, elle n'est même pas allée loin, on l'a fait retourner. Il y a d'autres leaders de l'opposition qui sont sortis, par exemple Olympio et les autres. Voilà. Mais ça n'a pas agi. Mais selon vous, quand nous disons il faut que le peuple se lève, qu'il sorte, quelle est votre proposition concrète? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous proposeriez au peuple? Quel est votre apport si vous devriez conseiller aux populations togolaises pour en finir avec ce régime, mon professeur? Merci beaucoup. Ben, au fait, c'est simple. Celui qui a faim n'a pas besoin n'a pas besoin de lui demander d'aller manger. Et donc, le peuple togolais veut se libérer. Et quand il veut se libérer, il a regardé autour, il a vu comment les autres peuples se sont libérés. Alors, et pourtant nous sommes les mêmes peuples. Quand vous prenez le Burkina ou le Mali, la composition de la population togolaise, quand vous voyez même sur le plan ethnique et culturel, c'est les mêmes peuples qui se retrouvent avec des variances qui ne sont pas tellement, c'est pas substantiel. Donc, ce que nous nous disons, le peuple, il sait déjà ce qu'il sait, il connaît son objectif. Maintenant, c'est l'action qui manque de ce peuple-là. Or, ce peuple-là, c'est que sans action, rien ne viendra du ciel. Il faut t'aider et Dieu t'aidera. Il faut faire ta part. Et le reste sera rempli par Dieu de surcroît. Il n'y a même pas de doute. Parce que Dieu lui-même n'aime pas ceux-là qui font la paresse. Tu sais que ça, là, ça ne me sied pas. Parce qu'il nous a déjà donné tous les moyens, tous les outils possibles pour pouvoir agir en homme libre. Nous avons la raison, le bon sens, qui nous permet de dire que ça, là, je ne peux pas accepter ça. Ça, là, je peux accepter ça. Mais à partir du moment où nous avons ça, il n'a plus rien à nous donner avant de protester contre des situations qu'on n'aime pas. Et donc, ce que nous voulons que ce peuple fasse, c'est de pouvoir réagir pour, n'est-ce pas, arracher sa dignité. Parce que nous savons aujourd'hui que quel que soit le cas, Faure Gnassingbé ne partira pas du pouvoir de lui-même. J'ai mis 5 ans à prêcher cela ici. J'ai dit, cet homme, je l'ai regardé dans les yeux. Ce que j'ai vu, c'est que même si vous lui donnez encore 100 ans, si après les 100 ans Faure est en vie, il ne va pas quitter le pouvoir. Maintenant que j'ai dit ça pendant 5 ans, au moins c'est arrivé jusqu'à 5 ans, jusqu'à Djankassi, jusqu'à Kouyo, et que sais-je encore. Tout le monde sait que c'est la réalité. La preuve vient de nous être donnée comment l'appelle-t-on, en mars ou avril de l'année passée. Ils ont donné la preuve qu'au fait, la logique dans laquelle ils sont, c'est que Faure Gnassingbé ne quittera pas le pouvoir ni aujourd'hui ni demain. Donc, à partir du moment où nous le savons. Mais nous aussi, nous voulons que ce pouvoir-là change. Parce que ça fait presque 60 ans de père en fils. Mais on n'a plus besoin de nous dire ce qu'il faut faire, puisque l'option élection maintenant n'est plus possible. Quel que soit le cas, ça, ce n'est plus possible. On ne pourra plus changer nos dirigeants par la voie électorale. La seule voie qui reste au Togolais aujourd'hui, c'est de s'emparer des villes du Togo et de forcer ces malfrats-là à vider, n'est-ce pas, les lieux. C'est tout ce qui reste. C'est de se mobiliser pour envahir les rues, pour rendre la continuité de ce pouvoir impossible. C'est pourquoi je faisais référence au Népal.
quand je disais que les Népalais ne sont pas des extraterrestres, c'était pour dire aux Togolais que vous aussi, vous êtes capables de prendre possession de votre destin en dégageant tous les malfrats du régime, y compris le gourou en chef. Et donc, c'est pourquoi moi, je vais dire aux Togolais que désormais, la lutte qui doit être la nôtre, surtout le peuple sur le terrain, il ne faut plus vous focaliser sur seulement fort. Tous ceux qui aident ce gouvernement, des ministres, tous font partie de nos cibles, comme, n'est-ce pas, des gens qu'on doit dégager. Tous doivent avoir peur de sortir. Tous doivent avoir peur de rentrer dans leur maison. C'est ce qu'il faut faire pour amener ces gens-là à partir. C'est tout ce qu'on veut. Donc ce n'est plus une affaire de force seulement. Tous ceux qui soutiennent ce régime sont désormais des ennemis déclarés de notre peuple. Et le peuple doit agir et les traiter en tant qu'ennemis. C'est tout. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Rien à dire. C'est des ennemis. Parce que c'est eux qui causent la misère de tout le monde. Quelqu'un qui veut ta mort, il n'est pas ton ennemi, il est quoi? Quelqu'un qui veut qu'on te torture, il n'est pas ton ennemi, il est quoi? Dites-moi. Et donc, cessez ces trucs-là, tout ça là. Au Népal, les jeunes, ils sont allés dégager même certains de leurs oncles, tout simplement parce que ces oncles faisaient partie de l'oligarchie pillade qui était en train de détruire la vie de tout le monde. Et au Togo, nous en avons. Ces ministres, choses-là, oui, ils sont des parents. Mais à partir du moment où ils ont choisi le chemin du mal, il faut rompre avec eux et vraiment les dégager comme il faut. C'est tout ce qu'on dit. On ne pariera personne. Tous doivent partir. D'une manière ou d'une autre. Ils doivent s'apprêter à partir. Et chacun doit avoir le courage. Même si c'est ton papa qui est tortionnaire, il faut le dégager. C'est tout ce que nous disons. Merci, professeur. Frère Rufon, tel que l'a dit le professeur Ishikou, on remarque aussi que les cadres de UNIR, quand ils s'aperçoivent qu'il y a un événement que pose Fort Gnassingbé, ils sont les premiers à aller dans les préfectures pour sensibiliser les populations, leur dire de ne pas écouter les opposants, de ne pas, de suivre seulement Fort. Et puis, les chefs cantons sont mis aussi à l'œuvre. Et ces chefs cantons aussi menacent leur population. Et je pense aussi que c'est là qu'il y a également le problème au niveau des préfectures. Et n'oubliez pas aussi que les préfectures sont dirigées par des préfets soldats. Et c'est ça aussi qui fait que les populations ont tellement peur. Si je prends l'exemple du préfet de Karam et le colonel Bonfo, je me rappelle qu'une fois, il avait lancé un mot aux populations de Bassar de ne pas sortir. Il a menacé, je crois, il a demandé aux autorités de Bassar de faire tout pour que les populations de Bassar ne sortent pas. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas, frère Rufin, vous ne trouvez pas que le mal est là aussi, au niveau de nos cadres ou bien des cadres de UNIR qui sont envoyés dans leur préfecture pour faire le travail à la faveur de Fort, et les chefs cantons aussi qui sont là et qui ne travaillent que pour Fort. Oui, merci, grand frère Ali. Oui, nous sommes conscients de ça, mais ça ne doit pas quand même nous empêcher de passer à l'acte. Parce que ce qui est important ici, c'est la capitale. Oui. Si nous arrivons à maîtriser la capitale, alors là, tout le pays sera mis à genoux. Vous comprenez? Donc, les sensibilisations que les sbires du pouvoir font, que ce soit au niveau préfectoral, au niveau des villes, ou soit au niveau des villages, et ça ne passe pas. Parce que moi, selon mes renseignements, beaucoup de gens sont conscients que c'est de la poudre aux yeux.
ils sont conscients que ce système a failli. Mais ils ont peur. Ok, on le sait. Donc, ils écoutent par-ci, par-là, et ils n'agissent pas. Aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ne croient plus en ce pouvoir. Mais agir, poser des actes concrets pour pouvoir faire partie au pouvoir, c'est ça là où le problème se situe. Les Togolais voudraient que Fort pas, il ferme les jeux. Lorsqu'il va rouvrir les jeux, Fort est parti. Mais ce n'est pas possible. Donc, pour nous, ce qui se passe dans les cantons, tout ça, dans les villages, je sais que il faut s'organiser aussi là-bas. Mais, comme nous n'arrivons pas à nous organiser, focusons-nous sur la capitale. Si on se focus sur la capitale et qu'on étouffe la capitale, alors là, c'est la tête dont le corps sera paralysé. Et Fort le sait. Il le sait. Il n'y a que 2 villes qu'il est en train de cibler, Lomé et la ville de Sokodé. Parce qu'il sait ce que c'est. Donc, focusons-nous sur la capitale pour qu'on puisse vraiment couper la tête du serpent qui est en train de mourir. Donc, c'est ce que je demande à mes frères et sœurs. Agissons. Parce que c'est inadmissible. Personne ne peut nous comprendre que la situation que les Togolais traversent, ils n'arrivent pas à terminer la lutte. Parce que la lutte est presque terminée. Quand on observe la situation du Togo, on observe ce gouvernement togolais qui peine même à former un gouvernement, qui peine même à faire rassembler les conseils municipaux pour choisir les maires. Mais on sait que ce système est agenouillé. Donc il suffit seulement que les Togolais aient le courage. Même si nous sommes des moutons, je l'ai écrit aujourd'hui, on nous dit que les Togolais sont des moutons. Oui, si nous sommes des moutons, faisons au moins ce que les moutons font souvent. Quand un sort, alors sortons, on le suit. Et c'est fini, on sera nombreux. Et on va acculer le pouvoir. Et je sais que si on est nombreux, et qu'un militaire tire 2, 3, 4, 5, mais à un certain moment donné, ils ne vont plus tirer. Et aussi, et encourageons aussi, réfléchissons, nous avons ces militaires-là qui habitent nos maisons. Ils ont leurs femmes et leurs enfants chez nous, dans nos maisons. Donc, nous avons plusieurs cordes à notre arc pour pouvoir s'imposer. C'est à nous d'agir. La dernière fois, les femmes marchandes, revendeuses, ont fait une sortie la dernière fois pour crier leur ras-le-bol, parce qu'on leur a promis de construire un marché quelque part, là, un nouveau marché, on ne l'a pas fait, et elles sont sorties parce qu'elles en avaient marre, parce qu'elles paient des taxes, et parce qu'elles n'arrivent même plus à vendre, il n'y a plus rien pendant des mois. Elles sont sorties. C'est très bon. Mais on se rappelle que lorsque le 30 août, on a lancé, mes braves du M106 ont lancé cet appel, elles n'étaient pas là. Bien sûr, il y avait une ville morte. La ville morte, c'est quelque chose. Mais elle ne nous apporte pas ce que nous voulons. Si nous sommes présents en masse dans les rues, ça donne beaucoup plus d'effet que de rester dans sa maison et de manger et d'ouvrir la fenêtre et de placer et de se positionner à la fenêtre avec sa tête comme un lézard et de filmer. Donc elle n'était pas là, elle n'était pas sortie. Parce qu'elle se disait qu'elle attend les promesses que le dictateur a fait. Donc elles sont restées à la maison. Ces femmes-là, au lieu de se joindre aux autres qui étaient dehors. C'était un manque à gagner pour nous. Maintenant, lorsque les autres sont sortis en minorité, qu'est-ce que le système a fait? Le système les a maîtrisés. Aujourd'hui, les promesses qui ont été faites aux femmes, ces promesses n'ont pas été réalisées, alors elles sortent. Et les autres sont restés à la maison, ne sortent pas. Ça illustre ce que le professeur Issoufou avait dit. Donc, les autres sont restés à la maison. Alors, on ne peut pas mener une lutte comme ça. Donc, mes chers frères et sœurs, Madame Nyakadé est arrêtée. Ça doit être une occasion pour nous d'envahir la ville, comme je l'ai dit, de népaliser le Togo pour pouvoir se libérer. Si nous refusons, alors là, que la diaspora n'envoie rien au Togo. Je vous dis,
la diaspora n'envoie rien au Togo. Lorsque la souffrance des Togolais aurait atteint un certain paroxysme, alors là, c'est la fin qui va le faire sortir de leur trou et ils deviendront colériques et ils vont abattre ce système. Voilà ce que je peux proposer. Merci. Merci, Ruffin. Professeur Issifou, est-ce que vous êtes d'avis avec Ruffin qui dit qu'il faut se concentrer sur la ville de Lomé? Lorsque on se concentre, lorsque les gens sortent massivement à Lomé, et ça peut apporter des fruits, ben, il parle au même moment de la ville de Sokodé, qui n'est pas à négliger. Vous connaissez la ville de Sokodé, la bravoure des populations de Sokodé, sans oublier Bafilo dont vous êtes originaire, sans oublier des villes aussi comme Mango, Chamba, Bassar, etc. Donc vous êtes d'avis que tout doit se concentrer à Lomé. Bon, est-ce que Lomé seul a la population suffisante pour avoir une marée humaine à Lomé? Oui, mais en effet, je suis parfaitement d'avis avec mon camarade Ruffin. Parce que vous savez, les mouvements populaires, organisés ou pas, commencent dans les grandes villes. Et dès qu'ils prennent corps, on n'aura pas besoin de demander à quelqu'un de Kanté ou de Bafilo ou de Pakuda de se joindre. Non, 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 non. Ça veut dire que les mouvements, c'est comme des léments. Et donc, c'est les gens d'eux-mêmes qui vont se dire, mais nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi? Donc, moi, je pense qu'il faut se concentrer à Lomé. Si les populations de Lomé, qui peut-être là, aujourd'hui, nous parlons de 2 millions et quelques, près de combien là, de plus d'un tiers de la population, bon, disons près de 2 tiers de la population du Togo, se met en branle, mais cela va se passer de façon rapide et facile. Le jour où Lomé sera suffisamment mobilisé, vous allez voir que le deuxième jour, les villes comme Sokodé, Atapamé, Palimé vont rentrer dans la danse. Là, moi, je n'ai pas de doute. C'est pourquoi nous disons que tout doit commencer à Lomé. Puisque d'ailleurs, c'est là où tout se trouve. Tout le Togo, c'est Lomé. Puisque tout ce que tu dois faire au Togo en tant que citoyen, si tu es en 5 ans, il faut monter à Lomé. Donc ça veut dire que tout se trouve à Lomé. Alors quoi de plus normal de prendre Lomé d'abord avant de penser aux autres villes. Donc si Lomé se met suffisamment en ébullition, toutes les autres villes se mettront en ébullition sans problème. On n'aura même pas besoin d'aller demander à qui que ce soit de le faire. Donc pour moi, je pense que cette stratégie, pour le moment, c'est la bonne stratégie. On ne va pas éparpiller nos forces. Concentrons-les là où ça fait vraiment mal le plus. Et c'est Lomé, c'est la capitale. C'est là où il y a les ministères qu'il faut bloquer. C'est là où il y a la présidence où il faut aller manifester pour demander à l'usurpateur despote de dégager. C'est là où il y a tout. C'est là où il y a l'Assemblée nationale qu'il faut envahir pour dégager ces criminels qui sont là organisés ces criminels en bande organisée. Et le Sénat et l'Assemblée nationale pour leur demander allez chez vous, votre travail est fini. Vous avez vu qu'au départ, c'est les jeunes qui nomment maintenant les gens. C'est eux qui dirigent. Vous aussi, vous pouvez faire ça. Est-ce que ça ne vous enchante pas de pouvoir prendre la possession d'un régime, vous jeunes de 20 ans, pour dire c'est celui-là que nous avons choisi? Est-ce que cela ne vous fait pas plaisir de vous retrouver dans cette situation? Au Soudan, c'est une jeune fille de moins de 30 ans qui a fait couler le régime Al-Bashir. Malheureusement, des criminels sont revenus gâter la fête des enfants. Et donc, jeunesse togolaise, ce que les jeunes ont fait ailleurs, tu peux faire ça. Tu peux prendre possession de ce régime-là et faire ce que tu veux avec. Parce que depuis là, ils font ce qu'ils veulent avec nous. Nous aussi, on aura le temps de faire ce que nous voulons avec eux. Et c'est le temps là qui est arrivé.
l'arrestation de Madame Nyakadé doit être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Ça doit être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Parce que nous avons dit à Fort Yassingbe, il peut grimper tous les arbres comme il veut. Mais chez nous, il y a un arbre qu'on ne grimpe pas. Quel que soit, je vais parler en cavier ici pour qu'ils comprennent. Quel que soit ton hama, ça veut dire que ton diable qui te suit là, quel que soit ton hama, tu ne pourras pas grimper l'arbre là. Parce que tu auras des problèmes à atteindre le sommet. C'est là où nous sommes arrivés. Madame Nyakadé est un balagatéo et Fort Yassingbe, tu habites ton doigt là où il ne fallait pas mettre. C'est pourquoi nous disons au peuple togolais, laissez passer cette opportunité en or, ce que jamais personne ne va plus se lever pour vous défendre. Ça, je vous le promets. Merci, professeur. Merci, Rufin. Merci pour vos analyses très pertinentes. Et nous demandons la libération immédiate et sans condition de Madame Nyakadé. Elle n'a absolument rien fait. Elle n'a fait que dire la vérité de ce qui se passe, de ce que vivent les Togolais. Donc, voilà, nous demandons la libération pure et simple et sans condition de Madame Nyakadé. Merci beaucoup pour ces analyses. Bien, nous allons maintenant entamer le deuxième sujet. Peut-être qu'on ne va pas, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Le deuxième sujet, c'est la sécurisation ou la militarisation des établissements scolaires. Bien, je vais vous faire lecture, vous donner lecture du communiqué du ministre de la Sécurité. Il dit ceci. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe l'ensemble de la population qu'il a procédé ce vendredi 12 septembre 2025 au lancement de l'opération Rentrée sûre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Là, c'est encore une question. La rentrée scolaire est un moment stratégique de la vie nationale, marquant la reprise de l'activité éducative dans un contexte de forte mobilité urbaine, de regroupement massif d'élèves et de pression accrue sur les infrastructures routières et sociales. Cette initiative fait suite à une analyse rigoureuse des données sécuritaires collectées au cours des précédentes rentrées scolaires par les services compétents. Ces données révèlent des tendances préoccupantes en matière de sécurité routière, de petite délinquance et de perturbations diverses aux abords des établissements. Face à ces constats, le gouvernement met en œuvre cette opération spéciale pour anticiper les risques et assurer un environnement d'apprentissage serein et protégé. L'opération Rentrée sûre 2025 mobilisera de manière coordonnée les forces de sécurité autour des objectifs suivants. Sécurisation des établissements scolaires et des points de rassemblement. Surveillance renforcée des zones à risque et des axes routiers fréquentés. Régulation de la circulation pour limiter les embouteillages et les accidents. Prévention de la petite délinquance et des actes de nuisance aux abords des écoles. Sensibilisation des usagers, élèves, parents, conducteurs, riverains aux bonnes pratiques de sécurité. Et il a mis les numéros pour, en cas de sécurité publique, il y a un numéro. Pour les sapeurs-pompiers, il y a un numéro. Et pour la protection civile, il y a
un numéro. Vous avez écouté la lecture que j'ai donnée du communiqué du ministre de la Sécurité. Bien. Alors, écoutez cette dame. Mais lorsqu'on dit encore le secours pas bon, donc à bien quoi frère, il y avait des micros et tout pas de coup. Il y avait ça dans parce que tout le monde est blomé, les yoa, il va on a mis là, il va parce qu'il y avait ça dans comme il encore le secours pas bon on allait. On dit à tout gamin vieux mais quand il a mis on va déjà tous et année scolaire à Namio. On est des coucou d'assis. Bon. Là, ça va déjà. Vous les avez et vous avez écouté le communiqué du ministre de la Sécurité et vous avez écouté cette dame qui est en pleurs et qui dit aux soldats ou bien au régime de ne plus effrayer, on en a déjà assez, de ne plus effrayer les enfants sur les lieux d'éducation. Alors, qu'en pensez-vous, Rufin et professeur Issifou, qui voudrait prendre le premier la parole? Bon, moi j'ai suivi la vidéo la dernière fois lorsque la dame pleurait. Bon, les Togolais n'ont pas encore, ils n'appréhendent pas vraiment la nature de la dictature que nous avons au Togo. Ils ne savent pas ce que c'est que... Chers amis, s'il vous plaît. Nous avons plusieurs fois dit que Faure Gnassingbé, c'est un psychopathe. Il faut que les gens aillent chercher la définition d'un psychopathe. Comment un psychopathe réagit? Comment il agit? Comment il vit dans la société? Quelle est sa relation envers les autres? Donc, les pleurs ne vont rien amener. Un psychopathe, il faut avoir une autre méthode. Faure Gnassingbé, c'est un psychopathe, un dictateur. Donc, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, ça ne lui dit rien. C'est parce que il n'a pas cet amour, il n'a pas de remords, il n'a pas d'empathie, il n'a pas de culpabilité. C'est ça qu'il est. Même sa maman peut pleurer devant lui, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il fait. Donc, et des gens comme ça, ils ont peur. Donc, pleurer, ça n'a pas de solution. Donc, tout ce que le ministre de l'Intérieur ou bien le ministre de l'Éducation a proposé ici avec cette sécurisation. Le ministre de la Sécurité. Hein? Le ministre de la Sécurité, bon, ce sont des mêmes gens, oui, a proposé là. Mais je vous jure que c'est vraiment, je vous jure que c'est la peur. Faure Gnassingbé actuellement, il a peur. Il est en guerre contre son peuple. Et les pressions que nous faisons depuis longtemps, ces pressions maintenant, les résultats de ces pressions maintenant l'acculent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de caser le peuple. Il faut essayer de primer beaucoup plus le peuple, empêcher le peuple encore de résister. Et c'est ce qu'il fait. Depuis que lui, il est président, c'est la première fois qu'il fait ça. Il envoie des militaires dans les écoles. Parce qu'il sait que les Togolais ont décidé de s'organiser avec de nouveaux moyens, de nouveaux paradigmes pour le faire partir. Et vous allez voir sur les réseaux sociaux, les démantèlements du système deviennent de plus en plus intensifs avec le M66 et beaucoup de jeunes Togolais. Donc, il a essayé de réduire l'intensité d'Internet. Après avoir réduit maintenant, il faut étouffer les enfants. Parce que c'est la jeunesse, le M66 qui est jeune,
C'est ce M66-là qui est en train de faire le travail de la jeunesse actuellement, appuyé par la diaspora et beaucoup de Togolais. Donc, il faut étouffer cette jeunesse-là. Pour l'étouffer, il faut la présence des militaires. Et vous savez, un militaire au Togo, c'est quelqu'un qui fait peur. Oui. Et quand vous allez voir un militaire à l'école, alors là, vous allez cacher rapidement vos portables. Même un simple sapeur-pompier fait peur au Togo. Voilà. Donc, la présence de ces militaires-là constitue un élément qui fait peur, de raison pour laquelle il faut cette présence-là. Et maintenant, la présence des militaires dans les affaires, les principales affaires de Lomé, c'est comme en guerre. Vous voyez, c'est comme une loi martiale. C'est en même temps pour faire peur, continuer pas à faire peur aux Togolais, de l'école jusqu'à la maison, de la maison jusqu'à l'école, pour empêcher le peuple togolais de pouvoir s'exprimer, de pouvoir utiliser les réseaux sociaux, de pouvoir s'organiser pour qu'on puisse le chasser un jour. Raison pour laquelle il a concocté tout ceci. Et rappelez-vous aussi que les pressions de la diaspora qui ont poussé l'Union européenne, le Parlement de l'Union européenne, pour ces résolutions que le Parlement de l'Union européenne vient de voter. Et aussi, les presses occidentaux qui, aujourd'hui, s'acharnent à écrire sur la situation au Togo, tout ceci vient affaiblir le lobbying de Faure Gnassingbé à l'extérieur, et raison pour laquelle il a encore peur, parce que il ne sait pas comment les Occidentaux, qui sont acculés, qui sont aussi en même temps ses partenaires, il ne sait pas comment ils vont réagir, parce que le peuple est en train de pousser, le peuple est en train de venir avec force. Donc les Occidentaux qui ont conscient soutien à Faure Gnassingbé ne savent pas comment faire, donc ils doivent jouer aussi le jeu, ils doivent satisfaire le peuple en condamnant Faure Gnassingbé en même temps. Donc Faure Gnassingbé, lorsque l'Union européenne le condamne, il a peur, il ne sait pas ce qui va arriver, donc il est en train de se préparer sur les deux camps, sur les deux fronts, contre le peuple et contre ses amis occidentaux. Donc, nous ne devons pas lâcher. C'est un signe que l'heure a sonné, que Faure va tomber. Parce que le tam-tam qu'il joue là, ça devient de plus en plus, ça sonne, ça résonne de plus en plus fort. Et en même temps, quand ça résonne là, ça veut dire que ça va s'éclater. Et il vient encore de commettre une erreur. Il a pris Madame Nyakadé. Vous voyez. Donc, ne nous laissons pas intimider par Faure Gnassingbé. Si moi j'étais à la place des Togolais, comme le M66 l'avait dit, il n'y aura pas d'abord de rentrée. C'est ça. Ils ne doivent pas de rentrée. Que personne n'envoie son enfant à l'école. Commençons d'abord par là. D'abord un peu. Vous voyez. Donc, réagissons. Continuons par poser des actes qui vont l'affaiblir sur le plan national et international. Et Faure Gnassingbé sera poussé à commettre des erreurs. Et ces erreurs vont peut-être augmenter la colère du peuple. Et que le peuple, je pense que les jours qui viendront, le peuple va réagir de façon adéquate, inopinée et spontanée pour en découdre avec ce monsieur. Puisque l'Occident même qui le soutient, ils en ont marre, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Merci. Merci Rufin Granda. Professeur Issifou, voilà, les soldats au niveau des établissements scolaires, partout, est-ce que Faure peut mettre les soldats, même dans les fermes les plus reculées, les villages, est-ce que c'est possible? Oui, mais je vais d'abord dire que Faure Gnassingbé souffre aujourd'hui d'un paranoïa doublé de névrose. Il souffre de ça parce que... Un névrosé, quoi. Ouais, parce que même, comme on l'a dit, même si c'est sa maman, que quelqu'un venait lui dire que bon, ta maman veut que tu quittes le pouvoir, il va accepter, il ira faire arrêter sa maman. Lui, il est prêt à faire ça. Parce que comme il a dit, il n'a pas de sympathie, il n'a pas de compassion, il n'a pas d'empathie et il n'a pas de sentiment. Il est incapable de tous ces états émotionnels-là. Lui, il n'en est pas capable. C'est pourquoi tout ce qui se passe, ça ne lui dit rien. C'est comme si vous versez de l'eau sur, c'est pas, les plumes d'un canard. Ça coule seulement, ça ne mouille pas. Parce que à partir du moment où quelqu'un ne peut pas avoir pitié de l'autre, notre humanité commence par notre capacité d'avoir pitié devant la souffrance de l'autre, même notre ennemi. Chers amis, vous avez vu, lorsqu'on amène les gens au tribunal, même quelqu'un qui a tué 50 personnes,
si on prononce la peine de mort contre cette personne, vous verrez dans la salle des gens qui auront une sympathie pour la personne là. Ça, c'est un criminel qui a tué. Hein? Mais si on prononce la sentence et que c'est la peine de mort, vous aurez toujours des gens pour avoir pitié de la personne qui a déjà tué 50 personnes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faure Gnassingbé n'est pas capable d'avoir pitié de son prochain. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut plus rien attendre de lui. Rien du tout. S'il y a un Togolais qui attend encore que tu la fois passée, j'ai vu Maître Yahweh Degli. Je regrette vraiment d'avoir lu ce qu'il a dit. Il dit de donner encore du temps au PC pour faire Maître Degli. D'ailleurs, je vais faire une sortie spéciale pour ça. J'ai finalement conclu qu'au Togo, les avocats sont le talon d'Achille de la lutte de notre délibération. Parce qu'après ce qu'Afan Gwedi a fait, et après le boucan, le tollé que ça a créé, après la honte dont il s'est couvert, je ne savais pas que notre avocat sortirait pour tenter de disculper le régime dictatorial criminel. Mais Maître Degli l'a fait. Il a attendu à la veille des choses sérieuses pour dire il faut donner le... Tapotez, vous voyez que ça bug là. Les législatives, nous on était de ceux-là qui avions dit non, 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 s'il vous plaît. Cela ne veut pas dire que M. Degli a abandonné, il soutient. Non, maintenant vous venez de prouver que vous êtes pour le malheur du peuple. Et le peuple vous voit. Nous on ne vous dira rien, mais le peuple vous voit. Donc c'était une parenthèse parce que ça énerve. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, soutenir quelqu'un, et il vient, il fait des choses qu'il ne faut pas faire, ça énerve. Il nous a tous trahis en disant ça. Parce que par Gnassingbé, quand vous voyez des gens intelligents, des gens qui ont des dignités, sortir, le soutenir, lui parce qu'il est dans le droit, il est encouragé. C'est ça qui énerve. Si Maître Degli était une personnalité qui n'avait pas de poids, une personnalité que moi je ne respectais pas, je ne dirais rien. Mais quand vous comptez sur quelqu'un, j'avais écrit là, ce que vous avez dit là, les Togolais ne sont pas contents. Ils sont fâchés contre vous. Alors, donc, c'est pour vous dire que M. Faure Gnassingbé, tout ce qu'il fait là, il sait qu'il ne pourra pas couvrir les villes et les villages et campagnes. Combien, malgré le nombre pléthorique, ils ne peuvent pas couvrir tout le pays. C'est Lomé seul. Ils vont seulement concentrer ce soldat-là à Lomé. Comme la dame l'a dit, au fait, ce n'est pas pour la sécurité des écoles. Ce n'est pas pour la sécurité des enfants. C'est tout simplement pour empêcher que, lorsque les choses sérieuses vont commencer, que les enfants aussi se joignent à la danse. C'est tout. C'est pour empêcher que les enfants aussi manifestent. C'est tout. Parce que tu sais que s'il y avait pas ici, on était en période de colle. Les manifestations de juin, juillet là, moi je connais les jeunes Togolais, ils devaient être de la partie. Donc c'est ça que Faure Gnassingbé veut éviter. Et en le faisant, il veut protéger son pouvoir, sa tête. C'est tout ce qui l'anime. Ce n'est pas pour la sécurité de... Là, si c'est la sécurité, c'est pas lui qui fait tuer les enfants, qui a fait tuer qui bénéficie de la mort de Sinaloa et de Douti. Qui en a bénéficié? La mort de Moufidou, qui en a bénéficié? C'est lui. Ça lui a permis de consolider son pouvoir. Donc c'est lui le premier bénéficiaire. Donc il ne le fait pas pour protéger les enfants parce que pour Faure Gnassingbé, la vie d'un Togolais n'est rien. Lui seul mérite de vivre. Les autres n'ont pas le droit de vie. Donc il ne faut pas nous tromper que c'est pour sécuriser les écoles. C'est pour sécuriser le pouvoir de M. Faure Gnassingbé. Un point tiré. C'est ce qu'il veut faire. Bien, on parle de sécuriser les établissements scolaires alors qu'au nord du pays, dans le Pendjal, tout récemment, un village a été pris à partie par les taureaux. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'occuper des taureaux que de penser sécuriser les établissements scolaires où les enfants auront peur? Et parce que je pense que ça risque de jouer sur eux et sur leur éducation, sur ce qu'ils apprennent à l'école.
Et certains enfants, au vu des militaires, risquent de ne pas aller à l'école. Certains ayant peur vont se dire non, j'ai peur des militaires, je ne vais pas à l'école. Vous voyez ce que ce régime-là prépare encore? Ouais, mais ce qui confirme ma thèse que la sécurité des Togolais n'est pas la priorité des forts. La priorité des forts, c'est comment se maintenir au pouvoir contre la volonté de tous les Togolais. C'est tout. La preuve, tu viens de me donner la preuve. Ce n'est pas pour les Togolais, mais c'est pour se maintenir au pouvoir contre la volonté des Togolais. Donc, tous les moyens sont possibles pour lui. Aussi longtemps qu'on le laisse et on le regarde, il le fera. Frère Ruffin, vous pensez de la même façon parce que, comme je l'ai dit, au nord, à Kwenjal, les Toro font des excursions sporadiques et pour enfin mettre la vie de nos parents, de nos mamans qui sont là-bas en danger. C'est ça, c'est vrai. La sécurité de Force, c'est ce qui est important pour lui. Vous savez, quand Force se déplace là, quand les gens du RPT Unique se déplacent dans les villages, vous savez, pour couvrir leur manifestation, soit leur action, ils se déplacent avec des techniciens de télécommunications qui implantent là où ils vont des installations de télécommunications pour pouvoir couvrir les informations. Après, lorsqu'ils quittent, ils ramènent ça à Lomé. Donc, c'est la même chose. Les armes qu'ils achètent, ces armes-là sont destinées pour sa protection. Et la protection de ceux-là qui sont peut-être en griffe chers pour lui. Chers, bon, chers dans ce sens que les femmes qu'il essaie de niquer, comme on le dit. Parce qu'ils sont chers, ils sont là, parce que c'est les hommes qui sont là. Parce que c'est lui-même qui est important. Il n'aime pas les autres. C'est un narcissiste. Donc, tout ce qu'il a comme matériel de sécurité, c'est pour renforcer sa sécurité. C'est pas pour le peuple. Ouais. S'il avait les armes pour sécuriser le peuple togolais, il n'allait pas laisser, comme tu l'as dit, laisser les gens au nom du Togo mourir. Ouais. Donc, ça prouve combien de fois que ce monsieur n'aime personne. Les Togolais doivent comprendre ça. On n'a jamais eu, vous savez, dans ce 21e siècle, c'est le plus méchant des dirigeants. Oui. C'est le pire des dirigeants dans ce 21e siècle. Même le président du Corée du Nord, au moins, à un certain moment donné, il montre son côté humain. Mais Faure Gnassingbé, il n'a pas de côté humain. Oui, on l'a vu. On l'a vu entrer dans l'eau, je crois, c'est une inondation ou c'est quoi, il est avec ses pieds dans l'eau lui-même. Voilà. Faure Gnassingbé, mais vous avez un dirigeant qui ne vous parle jamais. Vous avez un dirigeant, quand il y a une calamité naturelle, quand les gens meurent quelque part, la dernière fois, lorsque il y a un empoisonnement, on ne sait pas où, les gens ont pris de quoi, je ne sais pas quoi, et puis il y a eu un empoisonnement, ils se sont empoisonnés là-bas à Afagnan, mais il n'y a rien. Le gars, quand vous avez des problèmes, vous ne le voyez pas. Mais quand les autres ont des problèmes, il se déplace, il envoie de l'argent, il envoie sa compassion. Mais quand vous, ceux-là que vous êtes censés le diriger, ceux-là que vous appelez votre peuple, quand il y a un problème, le gars ne parle pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il ne sort même pas. Il envoie ses sbires pour aller parler à sa place. Vous n'allez le voir jamais parler. Il ne sort pas. Quand il parle, quand il sort pour parler, c'est pour vous dire que lui ne parle pas beaucoup. Il vous dit ça, il n'y a pas un bon bon, c'est ce qu'il vous dit. Donc ça veut dire que le gars ne vous aime pas. Il nous a animalisés. Nous sommes devenus des animaux, des objets. C'est comme au temps de la colonisation, de l'esclavage, où lorsque les Blancs nous ont pris, ils nous traitaient comme des animaux, du matériel. Donc, pour nous, Faure Gnassingbé, nous sommes pour lui du matériel, un bétail, qui est là seulement pour qu'on dise qu'il y a une nation, il y a un peuple. Nous sommes des moutons. Donc, il ne nous considère même pas, nous pouvons mourir comme nous voulons. Ça ne l'intéresse pas. Ouais, il faut voir l'hôpital. Il faut voir. Il parle de la sécurisation routière. Mais combien de routes de kilomètres on a au Togo? Vous voyez? Il y a même des rues, il n'y a même pas de feu rouge. Donc, ce monsieur, il ne pense qu'à lui.
Donc, mes chers frères togolais, mes chères soeurs togolaises, il n'y a qu'une seule chose. Il faut népaliser le pays. C'est fini. Il faut népaliser le pays. C'est ça. Sinon, nous allons chaque fois mourir et un jour, nous allons tous finir. C'est ça. Merci. Merci, Rufin. Voilà pour clore cette partie. Ben, moi, quand j'ai été élève de la 6e, du cours primaire jusqu'en 6e, enfin jusqu'au secondaire, je n'ai jamais vu un soldat dans la cour de l'école. Sauf que c'est en classe de première ou terminale que j'ai vu des soldats, vraiment des soldats. Et pourquoi? C'est parce que Ernest Gnassingbé était aussi élève au lycée de Sokodé. Donc, les soldats venaient le chercher, ils le ramenaient. Et franchement, cette histoire de sécurisation, militarisation des établissements scolaires, c'est une première. Il n'y a pas de guerre au Togo, il n'y a absolument rien. Et on nous dit qu'on va sécuriser les établissements scolaires. Est-ce que des bandits sont allés attaquer un établissement scolaire? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce régime. En fait, vous avez dit ce que vous pensiez, et Fort a tellement peur qu'il passe par tous les moyens pour militariser le pays, voire même les établissements scolaires. C'est dommage, c'est dommage. Si on ne fait rien pour que Fort s'en aille, et dans toutes les villes du Togo, c'est des camps militaires qui seront dressés. Merci beaucoup. On entame un autre sujet. Et j'ai lu quelque part que le régime, le ministère de l'Éducation veut mettre 2 enseignants dans une classe. Un enseignant pour une matière et un autre enseignant pour une autre matière. Je ne sais pas c'est à partir de quelle classe, si c'est à partir de la 5e ou de la... Pardon, à partir du CIEM1 ou bien à partir du CIEM2. Donc, il y aura de toutes les façons 2 enseignants dans une classe. L'un vient, il donne ses cours et l'autre vient après, lui aussi, il donne leurs cours. Et ils ont argumenté que la classe de 6e est la classe où beaucoup d'élèves échouent. Parce qu'ils quittent le CIEM1 et le CIEM2. Quand ils réussissent à leur examen, ils rentrent en 6e. Et c'est là que surviennent les difficultés, puisque les enfants ne sont pas habitués aux nouvelles matières qui sont enseignées en classe de 6e. Donc, pour eux, il vaut mieux mettre des enseignants qui, déjà très tôt au CIEM1, CIEM2, commencent par enseigner d'autres matières. Voilà. Mais, pour moi, on n'a pas encore fini de résoudre certains problèmes. On développe d'autres problèmes. Pourquoi je le dis? Bon, je le dis avant de vous donner la parole. Et on a des difficultés à payer des enseignants. Vous vous rappelez aussi que beaucoup, vous ne maîtrisez rien, tout le temps. Est-ce que c'est pas ça qui... Ce sont les gens de unir ça. On ne maîtrise rien, oui. Je l'ai renvoyé. Ils pilulent partout comme des champignons. Oui. Est-ce que ça n'a pas été dit? Nous ne maîtrisons pas quoi? Ça n'a pas été dit? Bien. Laissons les gueulards là. Bien. Alors, donc, nous nous rappelons que des enseignants ont été licenciés. Bon, s'il faut le faire, est-ce que c'est toujours dans la ville, dans la capitale,
Lomé que cela sera fait, ou bien c'est sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est sûr qu'ils le disent ainsi. Et si c'est sur toute l'étendue du territoire national, il y a des villages où il y a des écoles primaires, et il y a des écoles secondaires. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Alors c'est là, moi, ma question, et surtout que lorsque des populations, d'abord il faut voir les salles de classe, hein? Voyez les salles de classe et comment cela va être fait dans de telles salles de classe, hein? Ensuite, lorsqu'on a lorsque des populations souffrent, ils n'ont pas de pont, il faut faire ceci pour arriver au village ou bien quitter le village pour venir dans un autre village voisin pour acheter de la nourriture. Tout ça là, comment ça va se faire? Alors, chers messieurs, Ruffin, professeur Issifou, à vous la parole. Ouais, je vais intervenir rapidement parce que le temps de ma réunion est arrivé. Comme je te l'avais dit, il est 18h ici. Bon, donc juste rapidement, ce que je vais dire, c'est que ce qu'ils ont dit là, si c'est ce qu'ils veulent faire, je vais vous dire clairement que c'est des pipeaux. Ils ne feront rien. Parce qu'ils ont d'autres problèmes plus urgents que ça. Hier, j'étais en train d'échanger avec des enseignants. Et il y a des établissements au Togo où, selon les réformes introduites par Kokoroko, Kokoroko parlait d'une proportion, un enseignant pour 67 élèves. Vous voyez, donc, or, dans certains villages, l'effectif n'est pas comme ça grand. Tout l'établissement fait peut-être 60 du CP1 jusqu'au CM2. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Pour qu'un enseignant puisse atteindre ces 67-là, on combine CP1 et C1. Et des fois même CP1, C1, CM1 dans une même salle pour un seul enseignant. À l'heure où nous parlons, c'est ce qui se passe dans certains villages. C'est-à-dire que CP1, C1 et CM1 ou CM2, les trois classes-là sont dans une même salle pour un enseignant, pour qu'il atteigne sa proportion d'un enseignant 67 élèves. Alors, vous qui n'avez pas d'enseignant, vous n'êtes pas capable. Donc, dans un établissement du CP1 au CM2, il n'y a que des enseignants. Un directeur en même temps. Le reste, il n'y a rien. Donc, vous qui n'avez pas les moyens pour engager des enseignants, vous réduisez à ce calcul-là. C'est vous qui nous parlez de mettre des enseignants dans une salle de classe. Ils vont les trouver où? Ils vont les trouver où? Je sais aussi que dans un village, et ce sont les parents qui se cotisent pour payer les enseignants. Voilà. Donc c'est pour vous dire que tout ce que ces gens-là touchent meurt. C'est des nécrophiliaques. Tout ce qu'ils touchent meurt. Il ne faut pas vous attendre à grand chose. Parce que ce qu'ils font, moi je les compare toujours à ce frère-là qui a des parents au pays, qui ne fait rien, mais il passe. Et il y a deux amis qui sont en train de parler d'un projet pour leurs parents. Il ne dit rien. Il court pour aller prendre le téléphone pour appeler un de ses parents avec qui il n'a jamais parlé. Ah, prépare-toi, je vais te faire ceci. Il prend le projet, que discutent les autres, il dit, et dès qu'il finit de parler, il raccroche le téléphone, il ne rappelle plus ses parents-là à jamais. C'est notre gouvernement, ça. Donc, quand ils partent, ils vont là, ils voient les gens faire, ils veulent faire. Mais dès qu'ils viennent annoncer, ça s'arrête là. Si vous pensez que je suis en train de blaguer, allez voir les routes. Au Togo, il y a combien de routes on a commencé? Ça fait 10 ans, ça n'a pas fini. Il y a combien de routes? Donc, c'est pour dire que ces gens-là, il ne faut pas les prendre au sérieux. Ils ne sont pas sérieux. C'est des pagailleurs. Ils ne feront rien. Ils n'ont pas les moyens de ce qu'ils sont en train de parler. Ils n'ont aucun moyen de faire ça. Ils ne pourront pas mettre deux enseignants dans une classe. Ils n'en ont pas les moyens.
À moins qu'ils ne retournent à la Banque mondiale comme ils l'ont fait. Vous avez vu, simple kit scolaire pour 100 000 élèves dans le Golfe. Pour essayer aller prêter de l'argent auprès de la Banque mondiale. Vous savez, le journal Scoop qui a publié ça, ils ont été tellement embarrassés qu'ils l'ont convoqué. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux pauvres. Ils l'ont convoqué à la HAC. Comme quoi, de venir se justifier pourquoi il a dit que le gouvernement allait prêter de l'argent. Est-ce que ça c'est un problème, ça? Vous n'avez pas prêté de l'argent, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vous-même qui l'avez dit que c'est financé par la Banque mondiale. Maintenant, le gars dit que pour 100 000 kits scolaires qui coûtent peut-être, chaque kit peut-être peut coûter peut-être moins de 1000 francs. Ces gens-là ont été incapables de sortir de leur poche l'argent volé pour faire du bien au Togo. Vous voyez comment? Donc, il ne faut rien attendre d'eux. Ils sont des amuseurs publics. Oubliez-les. Multipliez-les par 0. Ils ne valent rien. Merci, professeur Issif. Quelle est votre analyse? Oui, je suis d'accord avec le professeur Izou. Vraiment, le Togo, c'est un mystère. Hein? D'abord, pour aller à l'école, il faut avoir quelque chose dans le ventre. Quand les gens ont faim, on ne peut pas aller suivre les cours. Même la nourriture pour la cantine, qu'est-ce qui a financé? Ce sont les Allemands qui ont financé. Ouais. Donc les gens, le gouvernement togolais qui est incapable même de mettre des moyens didactiques à la disposition de l'enseignant, ils sont incapables même de bien payer les enseignants, ils sont incapables de donner aux familles de quoi manger. Maintenant, ils veulent mettre 2 enseignants dans une école. Bon, certainement qu'ils ont besoin d'argent, vous savez. Tout ceci, comme le professeur l'a dit, tout ceci sera financé selon des finances de l'argent qui viendra de l'extérieur. La Banque mondiale, l'Union européenne, tout ça. Oui. Donc, lorsqu'ils auront l'argent là, donc ils vont s'en servir pour acheter des armes, pour protéger le dictateur. Donc, ce sont des moyens pour contourner la communauté internationale qui met de l'argent à leur disposition. Et comme ça, ils auront ces moyens-là et s'approprier de matériel militaire pour pouvoir espionner, pour pouvoir contrer le peuple dans sa révolution. Sinon, ce qu'ils disent là, ils ne vont jamais le faire. Même si on leur donne de l'argent pour le faire, ils ne le font. Ils ont besoin d'argent pour payer les militaires. Ils ont besoin d'argent pour payer ces fonctionnaires-là qui soutiennent le pouvoir. Ils ont besoin d'argent pour payer des armes, pour continuer par malmener le peuple, par opprimer le peuple. C'est ça, ce sont ces stratégies-là qui sont en train de concocter. Sinon, rien du tout. Ils ne feront rien. Ils ne feront rien du tout. Rien. Il faut les oublier. Préparons-nous pour faire partie de ce monsieur. C'est ça. Essayons de Doyen. Oui. Oui. Si. Professeur. Oui, non. Donc, moi, je suis arrivé au lieu de la réunion. Ah bon, donc, je vais vous fausser compagnie. Bon, et le système LMD, on laisse ça pour une prochaine fois? Oui, pour une prochaine fois. Ok. Merci. Grand merci. Hein. Merci beaucoup. Ok, pas de quoi. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bien. Ok. Bon, à plus. Ouais. Donc, il faut les oublier. Donc, préparons-nous rapidement pour en découdre avec ces gens. Sinon, ils ne vont jamais changer. Ils sont là, il est là pour son pouvoir. Il fera tout pour garder son pouvoir. Il passera par tous les moyens pour garder son pouvoir, pour se renforcer. Aussi longtemps que nous, on restera faible, lui sera très fort. Donc, passons par tous les moyens pour trouver un moyen pour le faire partir. Voilà. Merci Rufin, merci beaucoup. Merci pour ces analyses très pertinentes. Je crois que nous sommes arrivés, nous avons épuisé les questions.